Gaudiard, je suis la cofondatrice de l'association Les Petites Choses Ressources Créatives et la coordinatrice de la structure. Bonjour, Marion Berger, chargée de projet aux Petites Choses Ressources Créatives. Bonjour, Yann, technicien valoriste et animateur à l'association Les Petites Choses. Aujourd'hui, 24 novembre 2021, nous organisons une demi-journée professionnelle sur la thématique « Comment intégrer l'économie circulaire créative dans son quotidien professionnel » à la Chambre de commerce et d'industrie du Vaucluse. Puisque donc, je ne sais pas si Claire l'a déjà dit, mais cet événement, il est porté donc, par Les Petites Choses dans le cadre de l'appel à projet Économie sociale et solidaire 2021, porté par la ville d'Avignon, qui est un appel à projet auquel on répond chaque année, et chaque année on bénéficie du soutien de la ville. Alors donc, peut-être que vous êtes familier avec notre structure ou peut-être pas, donc désolée pour ceux pour qui je vais redire pour une énième fois notre raison d'être de notre structure. Donc nous, on est une structure de l'économie sociale et solidaire, née en décembre 2017 officiellement, mais réfléchie déjà depuis quelques temps avec donc Linda et un groupe de bénévoles. On a à cœur de collecter de la matière qui de base est vouée à partir à la destruction ou au recyclage. Toute la matière qu'on collecte part pas à la poubelle, et parfois au recyclage. Mais cette matière, du coup, on la récupère brute pour la remettre dans le circuit de la création. Voilà notre objectif. Donc pour faire très rapidement dans l'historique, moi je viens du social. J'ai travaillé 10 ans dans un secteur associatif et social, dans un centre social sur Avignon. Linda travaillait avec moi. Et en fait, on était toujours à la recherche de matière pour travailler. On avait des petits budgets et de ce fait, l'envie de revaloriser des choses qu'on trouvait dans la rue, dans le quartier. Et puis un jour, on nous a dit vous devriez contacter telle personne parce que dans cette entreprise-là, ils jettent quand même pas mal de choses. Peut-être qu'avant de le jeter, ils pourraient vous le donner. Et là, on s'est dit, c'est quand même vraiment bien de pouvoir récupérer de la matière neuve, donc d'entreprise, pour un usage créatif, ludique, pédagogique. Mais ça veut dire quand même que c'est assez inégalitaire. C'est-à-dire que si moi j'ai le réseau, moi je connais la personne, je vais pouvoir aller chercher. Et puis si on tombe sur, si on n'a pas de réseau sur Avignon, du coup, on achète la matière. Et on s'est dit, il doit bien exister en France des endroits comme ça où on peut récupérer de la matière recyclée. Et il se trouve qu'on n'a pas inventé le concept de l'économie circulaire créative. Le concept, il existe depuis un petit moment. Pas dans notre région. Enfin, en tout cas, quand nous, on a lancé le projet, la réserve des arts sur Marseille n'était pas encore installée. Il faut qu'à Avignon, sur notre territoire, avec les spécificités de notre territoire, parce qu'on est un territoire qui n'est pas le même que le territoire lyonnais, par exemple, on n'a pas les mêmes industries, on n'a pas les mêmes problématiques et les mêmes ressources, mais sur notre territoire, qu'est-ce qu'on pourrait sauver et mettre dans le bien commun? Donc c'est pour ça qu'on est aujourd'hui une association, parce qu'on travaille dans l'intérêt général. On est une structure à but non lucratif. Notre objectif à nous, c'est de faire croître notre projet, de faire en sorte que de plus en plus de matières soient réutilisées et du coup, qu'on puisse faire gagner de l'argent, on va dire ça comme ça, faire des économies, en tout cas sur les postes achats de fournitures en se servant sur le territoire et du coup en économisant la matière. On a travaillé longtemps. Alors, au début, pour expliquer aux gens que ce n'était pas juste une idée, parce que ça paraît logique et que donc il faut réussir à le mettre en place, on nous a pris pour des folles au début, en disant « mais enfin, qu'est-ce que vous voulez que ça fonctionne ça ? C'est pas possible du tout. Puis comment vous allez vivre de ça ? Vous imaginez quoi ? Que les gens ils vont vous donner des trucs et puis… Donc il a fallu beaucoup travailler sur le modèle économique. Il a fallu se faire accompagner par des professionnels de l'entreprise pour comprendre
les leviers, les freins, nous questionner sur notre propre modèle, en ce qu'on a dans la tête et puis la réalité concrète. Aujourd'hui, c'est encore un projet qui évolue et vous faites partie du coup des personnes qui nous permettent de faire évoluer notre projet. En fait, c'est quelque chose qui est collaboratif, ça ne peut se travailler et se construire qu'avec l'appui et le soutien des personnes qui sont au cœur de cette récupération. Ceux qui, d'une part, se débarrassent, n'ont plus besoin et donc ont une production de déchets, c'est ce qu'on va... On verra ça dans une première partie. Et de l'autre côté, c'est ceux qui ont besoin, qui recherchent de la matière. Et du coup, cette mise en adéquation et prendre en considération les problématiques des deux côtés de la chaîne, ça permet de mieux répondre et de créer ce lien et de tisser le lien entre les structures. Alors, au début, on a commencé à stocker dans des garages. Au bout d'un moment, on nous a dit, bon, les garages des uns, des autres, voilà, ça commence à faire beaucoup. On va peut-être essayer de trouver un local. Donc, on a fini par avoir un garage collectif. Voilà, c'était mieux que des garages individuels. Puis après, un local, donc un éco-comptoir dans lequel on peut venir récupérer de la matière pour des ateliers. Et puis le chemin faisant, l'idée grandissant et commençant à germer dans les esprits des uns et des autres, on s'est dit, des collectes qui grossissent, parce qu'au début, vous récupérez un peu, puis après, on vous appelle et on vous dit « Oh, j'ai 4 palettes !» Oui ? Alors, comment vous dire 4 palettes, ça fait beaucoup 4 palettes. Oui, mais sinon, vous comprenez, tout va partir à la poubelle. 4 palettes alors, allons-y, c'est parti pour 4 palettes. Et donc là, ça croît, voilà. Progressivement, ça croît. Et là, on s'est dit, bon, il va falloir passer un cap et trouver une solution qui va nous simplifier notre travail, qui va permettre de vraiment créer une corrélation entre le besoin et l'offre sur le territoire. Et là est arrivé Marion, à peu près à ce moment-là. Dans notre tête, avec Linda, il y a toujours eu l'idée d'une solution numérique. Il y a toujours eu l'idée comme quoi l'outil numérique allait nous permettre de faciliter, allait être facilitant. Bonjour Monsieur Tumino, enchanté, bienvenue. Et on s'est dit, c'est l'occasion, enfin c'est le moment de déployer cet outil. Alors, au début, c'était simplement un outil en ligne, et puis progressivement, les choses évoluent, et l'appel à projet européen est tombé, comme ça, une opportunité un peu insaisissable pour une structure de à peine 1 salarié, voilà, qui a un budget prévisionnel, enfin un budget qui est petit, avec quand même beaucoup de bénévoles et de travail derrière, mais une petite structure. Et puis on s'est dit, pourquoi pas, de toute façon, qui ne tente rien à rien, on verra bien. Et l'Union européenne a saisi notre projet au vol, en se disant, tiens, pourquoi pas l'opportunité de créer une solution innovante, expérimentale sur un territoire comme le nôtre, a séduit en tout cas les gens de l'Europe et de la région. Et aujourd'hui, on est du coup dans cette dynamique-là pour 3 ans, donc jusqu'en décembre 2023. C'est un projet qui a débuté en janvier 2021, donc de cette année, et qui se terminera, enfin, pour sa première phase, en décembre 2023. Voilà. En tout cas, les attendus de l'Europe sont ceux-là. Ah oui, alors, nos différentes actions, du coup, je les ai un petit peu brossées, mais on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Donc, la première chose, c'est que donc, notre structure collecte, mais avant de collecter, vous comprendrez bien qu'il y a un petit travail en amont. Donc, nous, on a un diagnostic. D'abord, on diagnostique le territoire. On va rencontrer les entrepreneurs, les gens, structures sociales qui vont se débarrasser de matière. Et on audite. Et donc, du coup, on va les rencontrer, on fait leur poubelle. Hein. Excusez, vous voulez bien nous inviter à aller derrière, dans vos bacs. Donc, on observe de façon très objective, sans aucun jugement. Pour nous, c'est très important d'être dans cette démarche d'objectivation de ce qui est jeté. Voilà, il
Il n'y a pas de « oh là là, vous jetez tout ça ». Non, pas du tout, même si des fois c'est un peu la réaction qu'on pourrait avoir au premier abord. On comprend bien aussi que l'entreprise a besoin, pour travailler, de générer du déchet. C'est pas forcément c'est pas quelque chose qui est... ça fait partie du fonctionnement général de l'entreprise. Donc après, il est améliorable ou pas, mais en tout cas, il y a ce fonctionnement-là. Donc on génère des déchets. Et nous, on diagnostique le potentiel de revalorisation créative. C'est là la petite nuance, c'est-à-dire qu'avec nos yeux de techniciens valoristes, Yann l'a dit tout à l'heure, on est en mesure, alors on le travaille, on le construit au fur et à mesure, mais aujourd'hui, on est en mesure de dire cette matière-là, oui, celle-là, non, ou pas encore. Je mets la nuance parce que parfois, c'est non sur le principe, mais on l'a quand même en tête, et si un jour un projet nous arrive avec quelqu'un qui a une demande spécifique, on sait que cette matière-là, elle est là aussi dans l'entreprise. Donc, on observe et on diagnostique. Un diagnostic qu'on fait avec les... On ne sait pas juste ouvrez-nous vos poubelles et on se débrouille. Ça se fait en collaboration avec l'entrepreneur ou la personne qui est en responsabilité de la question de déchets sur l'entreprise, parce qu'il faut savoir combien, déjà, enfin quoi, et une fois qu'on a vu le quoi, c'est le combien, et ensuite c'est le quand. À quelle fréquence c'est produit? Est-ce que c'est tous les jours? Est-ce que c'est tous les mois? Est-ce que c'est ponctuel et ça arrive une fois dans l'année? On essaie vraiment d'évaluer le plus finement possible l'information sur le déchet. Ensuite, une fois qu'on l'a collecté, c'est pas écrit là, mais avant la mise à disposition, vous imaginez bien que déjà, il y a une collecte. Ensuite, il y a un grand tri. Des fois, il y a de la manipulation parce que ça nécessite d'être recoupé, d'être retaillé, d'être calibré. Parfois, ça nécessite d'être inversé au niveau de la présentation. C'est-à-dire qu'entre le moment où c'est un déchet qui sort de l'entreprise et un moment où ça arrive dans l'éco-comptoir, il y a déjà du travail derrière. Donc un vrai travail de revalorisation. Et ensuite, il faut trouver les personnes qui vont réutiliser cette matière. Donc là, vous me direz, ça me paraît assez simple. Ça n'est pas tant que ça finalement, au vu de la diversité des matériaux et de l'importance de ce qu'on peut collecter. Il faut, avec notre petit bâton de pèlerin, aller vous rencontrer, rencontrer les enseignants, rencontrer les animateurs, rencontrer les directeurs, rencontrer les structures culturelles et leur dire, voilà, nous, on a diagnostiqué ça sur le territoire, c'est une matière qu'on peut récupérer. Vous avez l'habitude de travailler avec cette matière pour vos projets. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut envisager que vous transformiez un petit peu vos comportements créatifs pour intégrer cette matière-là? Et c'est pas aussi simple que ça. Parce que quand on a pris des habitudes et qu'une maîtresse a un certain nombre de matières dans la tête, dans l'idée, et que du coup, il va falloir qu'elle revoie ses productions ou son travail en fonction de la matière disponible, ça demande pas c'est pas exactement aussi simple que ça. Parce que la matière, il faudra peut-être modifier la façon de la couper. Il faudra peut-être modifier la couleur. C'est-à-dire que, par exemple, en ce moment, on est en grève du verre. Voilà, c'est la pénurie du verre. Voilà. Mais trouver des matériaux recyclés verts, en couleur, je peux vous dire que c'est pas simple. Voilà. Donc on le traque, le verre, quand on va dans les poubelles. Pas le verre, la matière, mais la couleur. En se disant, tiens, ça pourrait être intéressant. Parce qu'il y a toutes ces petites difficultés. Si vous dites à un enseignant que j'ai en tête, il fait une maquette avec ses élèves et lui, il met de la végétalisation sur sa maquette. Et là, vous allez lui dire, alors pour représenter les végétaux, je vous propose du carton ondulé. Mais brut, hein. Ouais, mais mes élèves, ils ont l'habitude de voir du vert sur la maquette. Moi, je fais ça avec du papier crépon depuis des années. Je recouvre le carton de papier crépon. Donc, il y a un vrai travail d'accompagnement aussi, de changement de pratique, parce qu'il faut revoir la matière autrement, revoir son projet autrement. Et donc, on a ce travail-là d'accompagnement du public. Au-delà du fait d'initier les gens à surcycler,
c'est-à-dire de les accompagner dans la découverte par l'atelier créatif, de se faire plaisir avec du matériau recyclé, qui est une de nos autres missions, mais que je ne vais pas développer là, parce que c'est un gros pôle de notre structure, l'animation d'atelier. C'est important parce que ça permet de toucher tout le monde et de parler de la question des déchets sans être stigmatisant. Vous triez ? Vous triez ? Vous triez ? Non, non. Nous, on travaille avec de la matière recyclée. Vous avez ça dans votre poubelle aussi. Ben, vous voyez, aujourd'hui, on en a fait ça ensemble. Donc ça permet de travailler vraiment sur les questions de sensibilisation sans moralisation et sans pointer du doigt les différents usages, les différents comportements à la maison. Eh ben, je l'ai déjà dit. On en a déjà un petit peu parlé. Je n'ai pas parlé de la sensibilisation des collaborateurs. Alors, pour vous expliquer l'histoire, c'est qu'on va dans une entreprise. Bonjour, la personne donc référente nous fait visiter les lieux. Souvent, on a droit à une visite de l'entreprise, qui est quand même vraiment bien parce que ça permet de connaître d'où vient la matière et comment elle a été traitée avant d'être un déchet. Et pour nous, ça, c'est super intéressant parce que ça permet de créer du lien avec les gens qui vont la récupérer. Et puis passe la phase où le responsable de l'entreprise vous dit « Ok, c'est bon, on y va, venez récupérer ». Vous passez la phase du moment où je lui dis « Vous allez donner, vous allez bien participer financièrement à l'enlèvement de votre déchet ». Voilà. Donc là, on passe à là. Mais imaginons qu'on ait passé cette phase-là, ça arrive. Voilà, et de plus en plus. Donc on est bien. On a passé la phase que c'est toujours un déchet, donc il y a du travail derrière, donc ça coûte un peu de l'enlever. Et une fois qu'on a passé cette étape, on dit bon, on va venir vous emmener les bacs. Voilà, vous allez pouvoir poser. Alors par contre, ce qu'on va vous demander, c'est de mettre les cagettes comme ça. Et ici, vous mettrez plutôt les filets à l'aiguille. Et puis, si c'est possible, pourriez-vous nous dépalettiser les pots de peinture ? Parce qu'on a des conditions de stockage qui nous sont propres, et puis eux ont besoin aussi de nous donner de la matière qui est dans le meilleur état possible. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu une benne derrière un magasin, ou voilà. Vous imaginez la cagette et le carton qui fait vlam derrière. Et du coup, la condition de stockage et le temps passé à gérer le déchet, il n'est pas le même si nous, on leur demande de bien le ranger, de faire attention, que ce soit bien stocké et tout ça, que si c'est jeté dans la benne comme on a l'usage de faire d'habitude. Donc, ça veut dire sensibiliser les collaborateurs de l'entreprise, créer des visuels pour expliquer comment on va collecter, qu'est-ce qu'on va collecter, à quoi ça va servir, pour que les gens aient envie de le faire, parce que ça va leur demander un temps supplémentaire. Donc, il y a tout ce travail d'accompagnement et de sensibilisation des collaborateurs jusqu'à la possibilité d'organiser un atelier créatif avec les employés de l'entreprise pour comprendre comment la matière de leur entreprise va être transformée et pourquoi c'est important que le carton soit mis à plat, que les cagettes soient empilées les unes sur les autres pour éviter la casse. Enfin, voilà, tout ce travail-là d'accompagnement dans l'entreprise. Sur la photographie, par exemple, on peut voir donc effectivement des t-shirts d'entreprise, une entreprise, je crois, qui avait changé de logo et donc qui s'était débarrassée de ses supports de communication. En fait, l'atelier de sensibilisation des collaborateurs a été imaginé à partir des déchets produits par l'entreprise, ce qui fait que les salariés ont vraiment pu travailler à partir de t-shirts qu'ils avaient eux-mêmes peut-être eu l'habitude de porter avant que ça ne devienne un déchet. Et ça, c'est vraiment une manière de concevoir et de présenter les ateliers qui a un impact plus fort sur les participants parce que c'est de la matière, avec tout public. Effectivement, on se rend compte que c'est un déchet qu'on a sous la main tous les jours et on peut vraiment s'apercevoir dans la pratique comment le déchet devient ressource. Pour l'anecdote, donc sur cette image, vous voyez 2 t-shirts. Il y en a un jaune et un rouge. Alors donc, les gens qui ont participé à cet atelier, vous direz, n'est-ce pas Yann, que la qualité du t-shirt
est quand même très lié à la qualité de la réalisation suivante. Donc il se trouve qu'avec un t-shirt comme celui-là, ils ont réalisé des pelotes comme la jaune qui est sur la table là. Donc on arrive à partir d'un t-shirt tubulaire à recréer du fil. C'était l'objet de notre... donc c'était pour expliquer comment on pouvait retransformer la matière. Et il se trouve que le t-shirt rouge a 2 coutures, des 2 côtés. Le jaune, aucune couture. Il est fait en un seul morceau, alors ne me demandez pas comment, mais enfin il n'a aucune couture ni d'un côté ni de l'autre. Et il se trouve que quand on fait la pelote, le fait qu'il y ait 2 coutures fait que en fait, le fil casse beaucoup plus facilement que quand il n'y a pas de couture. Et donc les employés se sont dit, oh là là, la prochaine fois qu'on commande des t-shirts, il faudra regarder, être vigilant, savoir si oui ou non il y a des coutures sur les côtés. Parce qu'en effet, dans la revalorisation, on n'est pas sur le même... alors, ça ne va pas induire le fait qu'ils vont, oui ou non, acheter ces t-shirts-là, mais en tout cas, ils ont pris conscience que pour revaloriser cette matière-là, il y avait quand même des contraintes et que cette contrainte-là, elle était importante parce qu'on n'a pas pu en faire... les réalisations des gens qui avaient choisi les t-shirts rouges étaient bien moins bonnes que celles qui avaient choisi les t-shirts jaunes. Et ce n'était pas volontaire. Hein. On n'avait pas travaillé. C'était les aléas de l'atelier. Ensuite, pour revenir sur l'accompagnement, du coup, parfois les gens nous appellent en nous disant « Oh là là, j'ai ça pour vous, vous allez voir, ça va être trop bien, je suis sûre que ça va vous intéresser. » Et nous, on arrive et la matière qu'on nous propose peut être intéressante, mais souvent, c'est ce qu'on ne nous a pas proposé qui nous intéresse, nous. Parce que les gens se sont dit, mais ils ne pourront rien faire de ça, quoi. C'est pas possible, ça ne peut pas les intéresser. Et nous, on est vraiment dans l'idée que tout matériau a son intérêt. Et donc, du coup, on s'attache vraiment aux choses les plus anodines. Et donc, en fonction de la couleur, en fonction de la rigidité, on va s'intéresser parfois à d'autres matériaux. Et parfois, sur les supports de communication, essentiellement les supports de communication, on va dire « Ah ben non, désolé, celui-là, on vous le prend, mais celui-là... » Donc, c'est parfois lié à rien, hein, mais si vous travaillez avec des enseignants qui font de la lecture de paysages au programme, donc eux, ils ont dans leur programme le fait d'accompagner les enfants à lire un paysage, vous récupérez de magnifiques plaquettes, on vous propose plein de très belles plaquettes, mais sur toutes les images, il y a un gros encart écrit au-dessus, en fait. Il y a un gros, pas un gros mot, hein, mais un mot écrit en bien gras. Eh bien, les enseignants, la plupart, ils vont me dire « Non, tu vois, là, il y a ça, ça va nous gêner. On préfère une image neutre, où il n'y a rien écrit dessus. » Si les supports de communication et si les communicants qui créent les supports de communication n'écrivent pas sur l'image, mais au-dessus de l'image, ou à droite de l'image, d'un coup, le support de communication retrouve tout son sens parce qu'on va pouvoir le réutiliser. Donc ça veut dire que même avec l'entreprise, même avec la structure qui nous appelle, on arrive parfois à faire remarquer par notre œil, nous, de valoristes, en disant, voilà, si le support était conçu de telle manière, il serait beaucoup plus pertinent que tel qu'il est actuellement. Et des fois, c'est lié à pas grand-chose, hein. Beaucoup trop de couleurs sur une carte du Grand Avignon, par exemple, ça la rend inutilisable. Alors qu'une carte du Grand Avignon qui serait annotée sur les côtés, réutilisable par tous les enfants qui habitent le Grand Avignon. Et il y a beaucoup d'enfants scolarisés dans le Grand Avignon. Donc on pourrait sauver tous les supports de communication, une grande partie en tout cas des supports de communication perdus, qui partent au recyclage papier, mais qui du coup pourraient avoir une autre vie dans un cahier d'écolier, quoi. Voilà. Je trouve que c'est l'un des meilleurs exemples. La carte. Alors donc ça c'était le volet entreprise. Et donc là maintenant le volet accompagnement des acteurs socio-éducatifs. Alors je l'ai dit, hein, souvent l'idée c'est de pouvoir accompagner les gens dans la revalorisation. Donc on est dans du conseil. On reçoit les équipes pour pouvoir leur expliquer quelle est notre stratégie, comment nous on travaille. Étant donné que nous aussi on crée avec cette matière, on a des conseils techniques à apporter
Et en fonction de l'âge de l'enfant, de la dextérité, du projet pédagogique, en fonction des objectifs qu'on se fixe, on ne va pas proposer telle ou telle matière. On va essayer de... alors, bien entendu, il y a des gens qui viennent avec une idée arrêtée, on ne va pas les bloquer dans leur envie, mais on va essayer d'être quand même le plus pertinent possible pour qu'il y ait une bonne expérience du matériau recyclé. Parce que quand vous dites on va travailler avec du matériau recyclé, vous voyez le petit canard fait en rouleau de papier toilette, voilà, qui à la fin de l'année scolaire, les parents les gardent un peu, puis après se disent bon, il faudra quand même que c'est pas le truc le plus, ou quand les enfants reviennent du centre de loisirs, et voilà, on sent bien que c'est du recyclage, c'est bien. Hein, voilà. Alors sur l'acte, c'est bien, parce qu'en effet, ça sensibilise les enfants au fait de recycler, mais dans la créativité et dans la réalisation esthétique, on va dire, de l'objet, ça reste assez limité. Alors qu'en fait, sur de la matière recyclée, on arrive à nous, on a du cuir, par exemple. Mais aujourd'hui, si je dis à un enseignant, vous allez travailler avec du cuir, il va me dire, bon, déjà, dans ma tête, c'est pas possible parce que c'est trop cher. Donc déjà, ça va être la première des raisons. La deuxième, c'est que comme c'est trop cher depuis trop longtemps, on le fait plus. Et puis du coup, il faudrait donner des aiguilles aux enfants. Vous comprenez, ça devient dangereux. Enfin voilà, donc après, il y a tout ça à redémonter. Parce qu'il y a quelque temps, on apprenait aux enfants à coudre à l'école. Et sauf erreur de ma part, on est tous à peu près... Enfin, moi, j'ai cousu à l'école et je suis toujours là. Donc ça, on n'a pas tous de mauvais souvenirs de la couture à l'école, même peut-être certains ont de bons souvenirs. Ça permet de travailler la dextérité, le rapport à l'espace, la rigidité du matériau. Donc après, c'est d'autres compétences qu'on peut développer. Et c'est vraiment ça l'accompagnement des structures, c'est de se dire, voilà le champ des possibles. Alors, on ne révolutionne pas tout d'un coup. Un enseignant qui vous dit « Ah non, moi, le textile, absolument pas », on y reviendra l'année prochaine, en deuxième fois, pour voir si éventuellement les choses n'ont pas changé. Parce que le textile et le cuir, ça se colle, si on ne veut pas le coudre. Et c'est beau quand on le travaille. Donc, il y a tout ce travail-là d'accompagnement sur le projet pédagogique. Nous, on est très respectueux. Enfin, Yann et moi, on travaille dans la création et dans l'animation depuis très longtemps. Notre équipe à nous, elle est très sensible au respect du projet pédagogique. Lise sera là pour témoigner tout à l'heure, mais pour nous, c'est très important de respecter le projet de chaque personne. On n'est pas là pour le démonter, le détricoter et en faire autre chose. On n'est pas là non plus pour dire oh, « c'est trop bien, je vais dire à la personne d'à côté qu'elle doit faire la même chose ». Parce qu'il y a quand même ça, hein, un projet c'est unique et donc c'est en lien. Donc il y a une vraie confiance qui doit se créer entre nous et la personne pour que la personne nous livre son projet et que nous, on puisse la conseiller au mieux en sachant que, bien entendu, derrière, il n'y aura pas voilà, on va pas à la limite, on peut dire il y a une école qui a travaillé sur ça et puis vous pouvez voir les résultats que ça a produit. Donc, c'est de l'émulation positive, mais il n'y a pas de « oh là là, je ne pouvais pas lui donner mon projet parce que si jamais ça pourrait… » Enfin, voilà. Il y a vraiment l'ordre de la confiance et du coup de co-conception de projet. Parce qu'on peut aussi envisager de créer ensemble, à partir d'un projet pédagogique, nous, avec notre technicité, on va dire, et notre spécificité de travailler avec du matériau recyclé, et de l'autre côté, les apports pédagogiques, en vocabulaire, enfin voilà, donc le champ des possibles est très vaste. Et on est toujours très fan de quelqu'un qui arrive, j'ai envie de… Ah. Oui, dites-nous, allez-y, on va peut-être pouvoir vous aider, ou pas, parce qu'il y a aussi des fois où malheureusement on ne peut pas répondre. On n'a pas toutes les matières sur le territoire. On n'a pas de verre, on a peu de textile, très peu de textile. Par contre, du carton, de la cagette, alors là vous pouvez y aller. Hein. On est un territoire de logistique assez impressionnant. Donc après, il faut aussi apprendre du coup à travailler avec les richesses de notre territoire. Et on ne pourra pas faire la même chose qu'à Lyon où ils sont beaucoup plus dans l'industrie textile par exemple et ils auront beaucoup plus de choses sur le textile, en boutons, enfin voilà. Nous, on est plus réduits. Donc c'est pas un supermarché ouvert, c'est pas Pichon quoi. On
On ne peut pas tout apporter, mais une partie quand même. Pour tisser du lien. C'est beau ça, hein? Oui, une petite transition, puisque effectivement, c'est à la fois l'objectif de cette journée, de cet après-midi professionnel, et puis l'objectif de notre structure aussi, de tisser du lien, donc effectivement, entre ces sphères professionnelles qui se rencontrent peu, et de vraiment pouvoir mettre dans une même dynamique ces entreprises, ces structures qui produisent de l'activité, et les acteurs culturels, pédagogiques et de l'animation d'autre part. L'idée, c'est vraiment de rassembler tous ces acteurs dans une même direction qui est celle de l'économie circulaire sur notre territoire en circuit court. Et on le verra notamment tout à l'heure pour ceux qui restent pour la seconde partie d'atelier, puisque là, l'idée, ce sera vraiment de mêler les différents publics autour d'une problématique commune. Tout à l'heure, Claire en a un petit peu parlé, donc on va pas s'apesantir là-dessus, mais effectivement, il y a 2 ans, on a eu cette opportunité avec le programme européen Life IP Smart Waste, qui est un programme donc sur 3 ans et qui est un programme au niveau de la région PACA pour contribuer en fait aux objectifs de réduction des déchets d'activité économique, entre autres. Donc au niveau régional, et nous effectivement au niveau du Vaucluse, on a été la structure choisie pour cette expérimentation, donc pour cette solution numérique qu'on va vous présenter. Je sais pas si tu veux qu'on fasse comme la dernière fois. C'est moi là. Alors c'est moi là qui vous dis contribuer. Alors donc vous l'avez compris, un outil numérique, oui. Mais avant tout, un outil qui relie des gens. Donc du coup, dans notre projet, l'humain a toute sa place. S'il n'y a pas la confiance, s'il n'y a pas les acteurs, derrière, ce n'est pas une plateforme pour créer une plateforme. C'est un outil au service de gens qui travaillent, qui ont besoin de se débarrasser, qui recherchent de la matière. On est vraiment dans du lien humain. D'où aussi l'importance du territoire. On n'a pas choisi de faire une plateforme pour le Vaucluse. On a choisi de faire une plateforme pour le territoire du Grand Avignon, qui est déjà un vaste territoire, qui pourrait éventuellement s'étendre au bassin avignonnais, donc aller un petit peu vers les Bouches-du-Rhône, qui reste quand même très en proximité vraiment immédiate de notre département, mais qui ne sont pas dans notre communauté de communes. Donc l'idée, c'est de réunir les entreprises, le grand public, les artisans créateurs, les surcycleurs, les écoles, les centres de loisirs et le milieu culturel via les collectivités. Alors on pense à un musée, une bibliothèque, enfin voilà, donc des acteurs qui travaillent à partir de matière, qui ont besoin de matière dans leur travail. Alors du coup, concrètement, cet aspect de la plateforme numérique, l'idée pour cette plateforme, c'est de bien comprendre qu'il y a 2 types d'accès donc, à cette solution numérique. Un accès grand public, qu'on verra un petit peu plus tard, et un accès qui est réservé aux professionnels. Et c'est pour ça qu'on voulait le présenter lors de cet après-midi réservé à des professionnels. Donc pour cet aspect-là de la plateforme, contribuer, ça va être notamment pour la revalorisation donc, des déchets d'activité économique, donc plutôt pour les entreprises, plutôt pour les collectivités, plutôt pour les artisans créateurs, même si on est bien placé pour savoir que les acteurs associatifs, les acteurs culturels ont produit aussi du déchet. Mais on va dire que là, c'est pour les contributeurs voilà, les plus réguliers de matière. Donc concrètement, sur la solution numérique, il y aura un espace pour pouvoir échanger avec nous autour de la matière, pour pouvoir nous prévenir de contributions. Parce que l'idée, nous actuellement, quand on fait un audit, voilà, on va pouvoir voir un jour dans la semaine de l'entreprise, on va pouvoir identifier tel type de déchets. L'idée, c'est de proposer un moyen à l'entreprise de pouvoir nous notifier si jamais ils ont des déchets ponctuels, exceptionnels, des déchets qu'on n'aurait pas vus lorsqu'on a fait l'audit avec eux. Donc, l'idée, c'est de pouvoir enrichir au fur et à mesure les contributions de l'entreprise en termes de matière, donc à travers la solution numérique. Donc effectivement, est-ce que ce sera un formulaire, une messagerie sécurisée? On tourne autour de fonctionnalités comme ça, sachant que toutes les fonctionnalités qu'on va vous proposer aujourd'hui sont susceptibles d'évoluer, notamment parce qu'on aura des retours des utilisateurs. Est-ce que tu peux aller voir? C'est peut-être Anouk.
notamment parce qu'on aura des retours des utilisateurs qui vont tester la plateforme et au fur et à mesure des tests, au fur et à mesure des retours, on va pouvoir adapter l'outil en fonction des besoins. Sur cet espace de contributeurs, il y aura aussi la possibilité de générer des attestations pour toutes les collectes qu'on aura faites dans l'entreprise, parce qu'actuellement, on délivre une attestation à l'entreprise qu'on a collectée, on lui a dit, voilà, on a récupéré chez vous 80 kilos, 8 kilos, 120 kilos, enfin voilà, en fonction de la quantité. L'idée, c'est de pouvoir automatiser aussi, ce processus, puisque pour nous, au sein de notre structure, on est vraiment passé à un stade où tout ce qu'on faisait de manière très artisanale, on donne des coups de fil, on envoie des mails, on fait tout de A à Z, on fait tout avec nos petites mains. On arrive à un stade en fait où on a de plus en plus de collaborateurs et à un stade aussi où on souhaite vraiment amplifier cette circulation de la matière pour nous amplifier notre impact sur le territoire. Et c'est vrai que simplement comme ça, de cette manière artisanale, on s'en rend bien compte. Ça commence à faire trop de matière, trop de partenaires, trop de tâches. Donc la solution numérique est aussi là pour nous aider dans ce travail. Donc ça, c'est vraiment pour la partie des entreprises. On va vous présenter les différentes parties et de toute façon, il y aura un temps de questions-réponses avant les différents témoignages. Donc ça, par exemple, c'est typiquement un exemple de parcours d'une matière dans une entreprise. Depuis, alors là, il n'y a pas la collecte spécialement dans l'entreprise, mais en tout cas, il y a le moment où la matière est traitée. Et, on en a parlé. Elle doit être là, par exemple, c'était des rouleaux de papier peint qui étaient enroulés dans le mauvais sens, entre guillemets, le sens blanc. Donc, il a fallu tous les dérouler et les réenrouler. Donc ça, c'est nous, c'est notre équipe de bénévoles qui nous en chargeons. Ensuite, on a bien le moment de sensibilisation avec un atelier, là en l'occurrence avec du jeune public, et la réalisation finale. Donc on a vraiment ce parcours de la matière, et nous c'est un parcours qu'on est en mesure de restituer en fait à l'entreprise qui nous a fourni la matière. C'est aussi pour ça que c'est intéressant, notamment pour les entreprises qui ont une stratégie de responsabilité sociale et environnementale, parce qu'on est en mesure, contrairement à lorsqu'on met la matière au recyclage par exemple, on est en mesure de montrer vraiment le parcours de la matière, de dire on a revalorisé soit nous-mêmes, soit tel nombre d'écoles à revaloriser cette matière. On est vraiment capable de fournir cette traçabilité de la matière à chaque entreprise. Alors, revaloriser. Donc, vous avez compris, d'un côté, il faut nourrir de matière, parce que sinon, rien ne nous unit. Et de l'autre côté, il faut faire sortir très rapidement la matière, parce que donc, notre objectif n'est pas de stocker. Alors, pour vous expliquer aussi pourquoi cette plateforme est née, parce que vous êtes peut-être habitant du Grand Avignon, et vous savez comment le foncier est très, 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 très cher sur notre territoire. Avoir un espace de stockage, c'est un luxe que nous n'avons pas, du moins pas pour l'instant, et que nous n'avons pas non plus envie d'avoir. C'est un peu l'idée, et c'est un peu le pari osé de cette histoire-là, c'est de se dire, ok, on sait, il y a cette matière, les gens ont contribué, donc on sait qu'on a cette matière-là. De l'autre côté, on sait qu'il y a ces besoins-là. Et nous, on va mettre en accord l'offre et la demande au moment où ça va se formaliser. Donc, une entreprise a des mandrins régulièrement, des tubes en carton. Voilà. Une structure privée vous dit « je vais cloisonner mon espace, il me faut 2000 mandrins pour le mois prochain ». On va aller collecter les mandrins dans les entreprises respectives pour pouvoir livrer les 2000 mandrins. Ce qui fait que, d'une part, il n'y a pas de stockage, d'autre part, les mandrins à la base sont recyclés. Donc, on n'enlève pas non plus le recyclage. Enfin, il reste quand même une solution autre pour la matière. Donc, on ne demande pas à la structure, à l'entreprise de nous stocker des années entières. Et de l'autre côté, on répond à la demande de l'entreprise qui cherche ou de la structure qui cherche. Donc, tout le monde peut contribuer et tout le monde peut revaloriser. On est bien souvent à la fois contributeur et revalorisateur de la matière, parce que du coup, une entreprise peut à la fois se débarrasser et récupérer, et inversement proportionnel pour une structure culturelle, c'est exactement la même chose.
Donc, nous, on est vraiment... l'idée, c'est de réunir le maximum de personnes qui vont réemployer de la matière. Et pourquoi des noyaux à ce moment-là? Enfin, de la matière végétale, ça nous arrive aussi de temps en temps. Donc effectivement, concrètement sur la solution numérique, ça va se traduire par un accès à un catalogue. Donc actuellement, on a des moyens un petit peu alternatifs. On a un catalogue papier mais qui est plus générique. On a monté une boutique virtuelle pour mettre en avant la matière parce que généralement le retour qu'on a c'est bon c'est très bien mais qu'est-ce que vous avez? Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, parler de grandes catégories, ça suffit plus. Il faut avoir vraiment un descriptif de chaque matière pour pouvoir ensuite se projeter pour de la revalorisation. Donc typiquement, cette contribution qu'on a vue en première partie, elle va venir nourrir ce catalogue de la matière qui sera accessible, donc comme le disait Claire, à tous, aussi bien les acteurs pédagogiques, les entreprises. Enfin, il y aura un accès dans cette partie privée à ce catalogue. Donc qui sera accompagné d'un système de filtre. Pour l'instant, ça par exemple, on a imaginé un système de filtre qui permettra de trouver la matière en fonction soit de grandes catégories, mais aussi en fonction des activités qu'on veut mener ou de l'âge de son public ou du niveau de son public. Ça encore, c'est vraiment des choses qu'on va construire avec les utilisateurs de la plateforme. Parce que nous, c'est ce qu'on a imaginé en premier lieu, mais peut-être qu'on va s'apercevoir que certains choix étaient plus pertinents que d'autres, ou peut-être qu'au contraire, on va avoir des retours sur des choses qui manquent. Ce sera vraiment à construire. Et pardon ? Par la couleur aussi. Oui, par exemple, par la couleur. En fait, ça va vraiment dépendre de ce qui est pertinent pour l'utilisateur dans sa recherche. Et la dernière chose, pour l'instant, ce serait effectivement d'avoir dans cette solution numérique, à terme, pas tout de suite, parce qu'on a découpé la solution en différents modules qui vont être inaugurés au fur et à mesure, mais à terme, on a imaginé un espace de ressources pédagogiques autour de la matière, des ressources qui seraient spécifiques, qui seraient créées donc par rapport justement à cette matière, mais aussi par rapport à notre territoire. Donc, s'il y a des usines de production d'une certaine matière, si on a un parcours pour observer justement le parcours de la matière autour des usines de recyclage ou de revalorisation de la matière, ce seront pas des ressources génériques qu'on peut retrouver par ailleurs sur d'autres plateformes. Ce seront des ressources créées spécifiquement pour notre territoire et toujours par rapport à cette notion d'économie circulaire. Et peut-être avec les acteurs du territoire. L'objectif étant quand même que ce soit quelque chose de collaboratif et de participatif, c'est pas un outil figé. D'où la difficulté de mener un travail comme celui-là, parce que on est quand même sur quelque chose qui est assez, qui pourrait changer régulièrement entre nous, ce qu'on a dans la tête et les réels besoins. On est vraiment sur de l'adaptation. S'informer. Alors oui, donc du coup, comme on le disait, le principe, c'est vraiment de pouvoir trouver de la connaissance fine sur quelle matière on trouve sur notre territoire, que le grand public puisse le savoir. Voilà. Parce que ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le textile, moi-même la première, quand j'ai pensé les petites choses, je n'avais pas du tout imaginé ça. Moi, je me voyais déjà récupérer des rouleaux de tissu, des montagnes de laine, alors que, non. En tout cas, pas pour le moment. Je pense que j'avais le nez creux de ce côté-là, en tout cas, parce qu'il semblerait que ce ne soit pas la matière la plus présente ici, même si ça peut changer, et que les choses changent tout le temps, donc on ne sait pas. Mais en tout cas, voilà, l'idée, c'est vraiment de partager cette connaissance du territoire, de savoir quelle matière on peut trouver ici, sur le Grand Avignon. Une fois qu'on a connu cette matière-là, de se dire qui contribue à l'économie circulaire sur notre territoire. Je défie quiconque de me faire une liste exhaustive de tous les gens qui travaillent autour de l'économie circulaire sur le Grand Avignon. C'est impossible, ça n'existe pas encore. Et en fait, c'est vraiment l'idée aussi de créer ce réseau, parce que si nous, on ne récupère pas les claviers d'ordinateur, voilà, parce que c'est pas dans notre... Même si on les récupère quand même, parce qu'on les démonte pour récupérer les touches. Mais on ne va pas en récupérer énormément. Et puis s'ils fonctionnent toujours, c'est débile de les démonter, on est d'accord. Il y a par contre des associations, même un petit peu plus loin d'Avignon, qui récupèrent ça. Donc l'idée, c'est aussi de pouvoir dire au grand public, vous pouvez contribuer vous aussi en
revalorisant, réemployant, enfin voilà, en réutilisant de la matière. Et si vous avez des problématiques pour jeter, vous pourrez aussi avoir cette info sur Créacycle. Bien entendu, vous comprenez l'intérêt d'avoir avec nous le Grand Avignon, donc je remercie le Grand Avignon qui est présent ici, parce que forcément c'est un outil qui est au service du territoire, donc forcément il s'intègre dans une logique de territoire avec les collectivités compétentes. En ce qui concerne les déchets, c'est le Grand Avignon donc. Et l'idée c'est vraiment de travailler conjointement pour pas créer des outils et des outils et des outils, mais bien de réunir l'information pour que ce soit clair et simple pour les gens, de se dire, voilà, aujourd'hui, si j'ai besoin de jeter ça, je peux aller sur Créacycle et je pourrais éventuellement trouver des structures qui récupèrent ou qui revalorisent. L'autre chose qui est importante, c'est que vous allez en pied d'immeuble, dans une école, un centre de loisirs, et vous dites, alors, qu'est-ce qu'elle devient, la poubelle ? La poubelle, une fois qu'elle a passé le stade jeté dans le gros conteneur, c'est un peu magique en fait. Voilà, ça a quelque chose d'un peu... Alors la semaine dernière, on m'a dit, bah si, ça finit dans la mer. J'ai dit, ben c'est un peu restrictif de dire ça comme ça, on va essayer de trouver d'autres pistes. Donc à force de creuser, on finit par dire, ah bah oui, moi je vois le camion poubelle, puis il y en a un qui dit, ah mais moi il y en a un qui sent mauvais, puis l'autre il sent pas mauvais. Tiens, c'est curieux, 2 camions poubelles, 2 odeurs différentes, peut-être ne transportent-ils pas la même chose, peut-être ne vont-ils pas au même endroit, alors physiquement à peu près, ils se déplacent à peu près vers le même endroit, mais... Une fois arrivé à cet endroit-là, les choses sont bien séparées, rien n'est, enfin voilà, tout est bien séparé. Donc, l'idée aussi, c'est de pouvoir cheminer en fait de la matière du moment où elle devient déchet jusqu'à qu'est-ce qu'elle devient sur notre territoire. Comprendre que le camion poubelle, derrière déjà, il y a des gens qui travaillent, parce que recycler ou brûler du déchet, ben, c'est des gens derrière qui bossent. Donc, il y a aussi cette valeur-là. Et puis, c'est vraiment expliquer concrètement, localement, qu'est-ce que ça devient. Parce que oui, une fois que c'est au centre de tri, ben, ça repart. Voilà, loin parfois. Donc, comment on peut éviter, le meilleur déchet étant celui qu'on ne produit pas. Une fois qu'on a dit ça, c'est bien de savoir où ça va en fait, puisque ça permet de remettre les choses. Et cette plateforme, elle sera aussi là pour ça. Reposer vraiment les bases de qu'est-ce qu'un déchet et où et qu'est-ce qu'il devient. Voilà. Voilà, donc effectivement, Claire a bien présenté les choses. Donc là, c'est ce qu'on voit avec le camion poubelle, le trajet de la matière donc, sur notre territoire. Après, ce qui sera accessible au grand public, c'est aussi une cartographie donc, justement de cette communauté de surcycleurs. Là, ce qu'on appelle surcycleurs, c'est vraiment les contributeurs de Créacycle dans leur ensemble, donc toutes les entreprises, toutes les écoles, enfin tous les acteurs de manière générale qui sont partenaires et qui sont associés à Créacycle bénéficieront du coup d'une visibilité sur la plateforme avec l'affiche de leur établissement. Ils auront un espace pour pouvoir présenter justement leur logique, alors soit logique RSE, développement durable, soit la logique davantage pédagogique pour les établissements scolaires, toujours dans cette perspective d'économie circulaire et d'utilisation ou de revalorisation de la matière. Et enfin, on a aussi prévu une galerie photo, enfin un espace assez visuel sur la plateforme pour présenter aussi bien du coup la matière de notre territoire, effectivement, quels sont les gisements de matière sur notre territoire et éventuellement d'avoir une idée un petit peu des proportions, justement un peu de la proportion du carton, la proportion du tissu, mais aussi une galerie photo du coup de revalorisation. Parce que l'idée, ce sera, alors on ne va pas se substituer à Pinterest, mais ce serait aussi qu'il y ait une partie d'inspiration sur la plateforme. Pinterest local. C'est ça, le réseau d'inspiration local. Voilà. L'idée, c'est de se dire, mais oui, parce qu'en plus, derrière, il y a des gens qu'on peut contacter, avec lesquels on peut travailler et se dire, tiens, il y a peut-être ce projet-là qu'on pourrait faire ensemble, parce que nous aussi, on fait ça. Voilà. C'est créer de la synergie aussi, créative, et de la créativité, et je pense que c'est nécessaire. Ça réunit beaucoup les gens, donc c'est une bonne chose.
Donc voilà, pour résumer, donc Créacycle, une plateforme dédiée à l'économie circulaire. On a le premier module qui émergera au premier trimestre de l'année 2022. Et du coup, évidemment, on fera à ce moment-là une communication pour justement inviter les premières structures qui souhaitent du coup tester l'outil dans un premier temps, puisqu'on aura vraiment besoin de contributeurs, de bêta-testeurs à ce moment-là. Je ne sais pas si vous avez des questions avant qu'on ne passe au témoignage. Ah, pardon. Elle n'a pas tout dit. Vous avez remarqué dans nos présentations à nous, la matière, elle n'est plus déchet, elle est ressource. Et du coup, c'est vraiment ça l'idée de Créacycle. L'idée de Créacycle, c'est d'oublier le fait que cette matière était un déchet, mais devient une nouvelle ressource. Et pour nous, c'est indispensable du coup de créer du beau. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais du durable. Et de remettre de la matière, mais de le voir dans ce qu'elle a de plus beau, cette matière-là. Parce qu'elle est gondolée, ondulée, parce qu'elle est de couleur, parce qu'elle est brillante, parce qu'elle a permis de réaliser. Donc on est vraiment sur quelque chose où l'image a beaucoup de place, oui, mais justement elle a beaucoup de place pour pouvoir oublier cette qualité de déchet qu'elle avait avant. En fait, l'objectif est vraiment d'oublier vraiment... et je pense que si l'économie circulaire se développe, c'est parce que on oublie en fait à la base que c'était une matière de seconde main. C'est jamais très... je disais tout à l'heure l'histoire du petit lapin recyclé en papier toilette, mais c'est jamais très valorisant de se dire j'ai travaillé avec du matériau recyclé. Il y a des gens qui vous disent mais non, moi jamais parce que c'est sale. Nous, on récupère de la matière neuve, qui est un déchet. Donc, il faut aussi arriver à casser cette représentation. Et je pense que c'est nécessaire, du coup, de créer du beau. Et en plus, on récupère de belles matières sur notre territoire. Du coup, ça me fait une transition avec Anouk. Parce que s'il y a bien une entreprise qui crée du beau et qui nous confie son beau déchet, c'est Ressources Décoration. Et on les remercie de s'être engagés avec nous. Et du coup, de vouloir bien témoigner aujourd'hui avec nous. Peut-être les questions-réponses après, alors. On enchaîne avec le témoignage. Tout d'abord, bonjour à tous. Donc, je me présente, je m'appelle Anouk Vanès, du coup. Je suis responsable d'un atelier qui fabrique du papier peint aux angles, au sein donc, d'une entreprise qui s'appelle Ressources. Voilà, c'est un fabricant indépendant de peinture et de papier peint. Le partenariat avec les petites choses a démarré parce que moi je connaissais déjà l'association sur un projet plus personnel quelques années auparavant, et quand j'ai intégré cette entreprise il y a 2 ans et demi, pour moi c'était évident qu'il allait se passer quelque chose, voilà, parce que tout d'abord il y avait une cohérence en fait à faire un partenariat entre les petites choses et Ressources, que Ressources c'est une entreprise qui est très ancrée dans sa localité. C'est une entreprise familiale qui a hérité d'une société d'exploitation des ocres de Roussillon qui a été créée en 1946. Donc c'est une entreprise qui est soucieuse vraiment de s'ancrer dans son territoire. Et par rapport à l'exploitation des ocres, c'est une entreprise qui a quand même gardé, malgré les évolutions du secteur de la peinture, qui a gardé un souci d'utiliser donc des matériaux naturels et d'avoir toujours une logique un peu artisanale dans sa production. Donc par exemple, c'est une entreprise qui ne fait pas de surstock, on produit à la commande. On a un positionnement haut de gamme qui nous permet de vraiment produire des matériaux qui sont pérennes dans le temps et de bonne qualité. Donc c'est le cas aussi pour l'atelier papier peint, mais qui est arrivé en 2016, donc beaucoup plus tard, mais toujours avec les mêmes préoccupations. Donc c'est vrai que pour l'atelier papier peint, par exemple, nous, on a des encres qui restent à base d'eau. On a quand même une technologie numérique d'impression des laits de papier peint, mais avec un papier qu'on a choisi qui a des fibres de cellulose et recyclé en grande partie, qui font que on intègre quand même une grande dimension. Alors, je ne sais pas si je peux dire écologique, mais en tout cas une grande dimension naturelle dans notre façon de fabriquer et dans les matériaux qu'on choisit. Voilà. Et forcément, comme toute entreprise, on a du déchet. Voilà. Et
Donc nous, on va dire que par rapport à notre positionnement d'entreprise, il y avait une cohérence à travailler avec les petites choses, donc on n'a pas eu de frein au niveau de la hiérarchie ou des collaborateurs, enfin tout ça, il n'y a aucun problème. Par contre, ce qui est un peu plus difficile à intégrer, c'est plus dans notre processus, parce que au sein de l'atelier papier peint, par exemple, on a différents types de déchets. Bon, déjà, on a du carton pour tous nos emballages de bobines de papier, tout ça. On a aussi du coup plus du papier brut, donc c'est tous nos déchets issus de la coupe de nos gros rouleaux sur lesquels on imprime du papier peint. Il y a forcément des restants, des bords blancs qu'on jette. Et ensuite, on a aussi tous les ans, à chaque nouvelle sortie de collection, ou dès qu'on change de papier, ou dès qu'on change de motif, on a forcément 2-3 mois qui sont dédiés à des tests d'impression. Et tous ces tests donnent lieu à des déchets parce que c'est des choses qu'on ne peut pas vendre, mais en tout cas qui sont largement valorisables parce que ça reste des beaux motifs imprimés et qu'on n'a fait aucun usage de ces déchets-là, quoi. Voilà. Donc c'est vrai que pour nous, c'est une vraie chance donc, de pouvoir mettre à disposition cette matière aux petites choses parce que même si jusque-là, on recyclait tous nos déchets, on se dit tous que c'est un peu triste de mettre à la poubelle un produit qui va être peut-être recyclé, mais du coup qui va resuivre tout un processus de retransformation avant d'être retransformé en produit fini. Alors que là, du coup, on peut le mettre à disposition directement en tant que tel. Il ne nécessite pas de retransformation, c'est juste son usage qui a changé, quoi. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un point très, très positif pour nous. Et puis, après, c'est vrai que jusque-là, comme ces matières-là sont vues comme des déchets, après, c'est plus une logique, on va dire, de stockage et de manutention. C'est-à-dire que jusque-là, même si on a une benne pour le métal, une benne pour le carton, une pour le papier, généralement, une benne, c'est quand même quelque chose où on jette, où on ne prend pas forcément le temps, on ne prend pas soin de ces déchets-là, en tout cas. Donc, c'est vrai que ça nous demande de la manutention et du temps, parce que dans le papier peint, on a des grands rouleaux qui font 50 mètres linéaires, donc des fois on a des chutes qui font 20 cm de large mais sur 10 ou 20 mètres de long, donc ça nous demanderait de prendre le temps de les rouler un à un, de bien les élastiquer, de les entreposer, donc c'est quand même un temps de travail à intégrer, du soin à intégrer, et après il faut aussi de la place. Voilà, parce que du coup, on ne peut pas mettre ces matériaux à disposition tous les jours, même si ça représente une assez belle quantité. Donc c'est vrai que c'est tous ces points-là qui peuvent être un frein, mais qui en même temps, grâce à des initiatives comme la vôtre, on peut travailler dessus et trouver des moyens de créer autre chose avec. Et voilà, en tout cas, nous, on est très contents de faire ce partenariat et puis de pouvoir pousser ces initiatives-là en avant. Et puis voilà, c'est très valorisant aussi de voir ce qui est fait de nos matériaux après coup. Voilà. Parce que, comme tu le disais avant, une fois que c'est dans la benne, on ne sait pas ce que ça devient. Là, au moins, on a aussi la gratification de pouvoir mettre ça à disposition d'autres structures locales, de voir le bénéfice que ça a créé. Et puis, voilà. Merci à vous. Alors bon, juste peut-être garde le micro. Tout n'est pas toujours rose. Hein. Il a fallu qu'on s'entende sur le volume, comment. Il y a eu des incompréhensions parfois de volume parce que on n'a pas la taille de l'entreprise. Enfin, nous, on n'est pas à l'échelle de l'entreprise. Donc, quand Anouk nous appelle en disant bon, si vous voulez, c'est ok, venez récupérer, et qu'on arrive avec un véhicule et qu'en fait, il y a combien de tonnes de peinture ? C'est vrai que récemment, on s'est ouvert aussi à la peinture et c'est vrai que là, ça représentait ça représentait 1 kilo, 1 tonne de, pardon. C'était 2 fois 600 kilos. Ouais, voilà. Alors là, on lui a dit, pourtant on était venu avec un gros camion, hein, mais on s'est dit peut-être pas en une seule fois, peut-être falloir qu'on revienne. Vous pouvez nous le mettre dans un petit coin de votre entrepôt. On le fait au fur et à mesure quand ça s'écoule et on revient en rechercher. Donc c'est aussi un vrai travail de on tricote les relations, vous et nous avec les partenaires qui récupèrent. Progressivement, on essaie aussi on remercie Trévi qui nous a stocké la peinture pendant un moment et qui du coup nous a permis de stocker dans de bonnes conditions la peinture pour pouvoir, là ça y est, on va peut-être pouvoir en reprendre parce que du coup ça part. Donc, mais vous voyez derrière, on travaille aussi à
à mettre en place les bonnes conditions de revalorisation, de récupération, en s'adaptant à l'entreprise au mieux qu'on puisse. Après, voilà, on n'est pas sur la même échelle, on n'a pas les mêmes façons de travailler, donc il y a et pour ça, je trouve que c'est un bon exemple parce que justement, c'était du volume et pour nous, c'était un gros volume et ça nous montre que c'est possible. Et d'où de vous remercier pour votre engagement en tant qu'entreprise parce que le problème des gens qui testent, c'est qu'il y a toujours un peu une phase où ça accroche un peu et où on se dit, voilà, donc il y a des choses maintenant qu'on prend plus en compte, maintenant qu'on est venu rencontrer et qu'on a découvert le grand hangar de ressources. Voilà, on a découvert l'univers de la palette, les problématiques de nos solutions de transport, enfin voilà, donc c'est d'autant des petites pierres comme ça qui permettent après de se dire si on le reproduit pour une autre entreprise, on sera à même de gérer les petites difficultés, quoi. Oui, pour moi aussi, ça va par étapes, c'est-à-dire que pour l'instant, je vous donne surtout je vous mets à disposition surtout des matières imprimées. Après, du coup, faudrait qu'on voit pour de la matière qui est non imprimée, voir comment nous on peut faire. On s'est ouvert aussi un peu à la peinture. On y va par étapes aussi, parce qu'on a d'autres services où on aurait d'autres choses à se débarrasser. Mais après, ça dépend aussi des matériaux. Et nous, ça dépend de la demande derrière et du coup des besoins. Ouais. Donc, c'est bien de tester sur des petites quantités pour voir après comment c'est pris. Voilà. Vous faites pas assez de rouge. Ah. Ou alors il part trop bien. Ou alors il part trop bien. Il y en a beaucoup qui partent trop bien. Ah ouais. Non, je sais pas. C'est de l'humour après. Ouais. Super. Les résultats sont magnifiques, ouais. Les résultats. On va avoir une grande imagination pour le retravail. Ouais. Puis ce qui est très appréciable, chez Ressources, on a vraiment des motifs très originaux. En fait, ce qui est grave dans cette entreprise, c'est qu'elle est familiale, elle crée vraiment tout en interne. Donc c'est quelque chose d'assez unique. Donc c'est bien de pouvoir en faire profiter. Merci beaucoup. Et du coup, on va avoir un petit mot aussi de Lise de l'association Carrel Butine. C'est ça. Bonjour. Pardon. Déjà, je voudrais... C'est allumé ? Je voudrais remercier Anouk du coup pour ces super papiers peints parce que personnellement, j'en ai acheté pour faire mes cadeaux de Noël. Je vais faire des petits carnets et la couverture, ça sera du papier peint. Du coup, voilà. Et effectivement, la matière tisse du lien, sauvons-la, parce que j'ai rencontré du coup les petites choses grâce à du carton. On avait plein de cartons à l'association, des enveloppes qu'on s'était achetées, et au final, on n'en a pas eu l'utilité. Et on n'avait pas la place pour le stocker, on n'avait pas le temps de gérer ça, on avait plein d'autres priorités, et du coup, on s'est dit « Ah là là, la poubelle !» En plus, on a une grosse poubelle juste à côté de l'association, donc on s'était dit que c'était vraiment le bon moyen. Et au final, on a feuilleté le carnet des collabs. Et c'est là où on a découvert l'association Les Petites Choses. Enfin, c'est là où moi, je l'ai découvert, parce que le président de l'association, on connaissait déjà Les Petites Choses. Du coup, je leur ai téléphoné, je leur ai dit « Oui, on a plein de cartons. » Alors moi, au début, je m'étais dit « Jamais elles voudront de ça. » Et au final, si. Du coup, j'ai tout chargé dans la petite carriole à vélo. On est allé les rencontrer et puis c'était fantastique de voir à quel point il y avait un émerveillement autour de ce carton et 100 millions d'idées qui sont sorties. Ah oui, on pourrait en faire ça, et pour l'association là, et ça serait génial. Et du coup, voilà. Et on en a profité avec ma collègue du coup pour visiter l'éco-comptoir. Et on est arrivé dans la caverne d'Ali Baba, de toutes les ressources qu'il y avait, tout ce qui était possible de faire. Et avec une équipe super créative, du coup, en plus de nous, nos idées, il y avait leurs idées, donc ensemble, trop d'idées. Et du coup, voilà, on est reparti avec ça. Et après, il y a eu un projet à l'association de faire un programme pédagogique autour de l'abeille, du coup, l'abeille en classe. Je vais peut-être en profiter pour présenter l'association en même temps. Du coup, moi, je suis coordinatrice de projet d'éducation à l'environnement à l'association Carrel Butine. Carrel Butine, c'est une association qui a une double casquette.
Dans un premier temps, on fait du parrainage de ruches. Donc le principe, c'est de venir en soutien à des apiculteurs qui sont jeunes à l'installation, en passage en bio et ou en démarche spécifique de sauvegarde de biodiversité. On a par exemple un apiculteur qui s'appelle Antoine et qui pose des ruches à la lavande sauvage pour la polliniser parce que la butineuse sauvage a disparu. Donc il faut bien compenser avec l'abeille domestique. Du coup, voilà. Et en fait, en contrepartie, le parrain reçoit du miel, est invité à une ouverture de ruche, rencontre son apiculteur. Enfin, l'apiculteur qui le soutient, c'est pas le sien encore. On n'offre pas encore des gens. Et voilà. Et ça permet aussi de financer, du coup, les actions d'éducation à l'environnement. Donc, pour maintenir et soutenir cette promesse de sensibilisation, on a monté le programme Abeilles en classe. On a donc réfléchi à un programme, on a réfléchi à plein d'outils pédagogiques et après on s'est dit « Ah, mais combien ça va coûter de réaliser tout ça ?» Donc nous, on avait des idées assez originales, on va dire. Moi, j'avais imaginé des grosses fleurs avec des étamines qui sortent et les enfants pouvaient prendre des seringues et remplir d'eau et courir pour la passer à un autre enfant, tout ça. Et du coup, je me suis dit « Mais réaliser ça, ça va être super cher. » Et au final, on a repensé à l'association Les Petites Choses. Moi, j'y suis allée avec toutes mes idées en me disant je vais au plus exigeant et on verra à la baisse. Et au final, je suis allée au plus exigeant et j'ai eu ce que je voulais. Parce que avec leur esprit créatif, tout fonctionnait et la matière était disponible pour faire tous les outils dont on avait besoin. Donc j'ai ramené la super fleur, mais sans les étamines. Et je vous ai aussi ramené d'autres exemples, comme par exemple là, un chapeau d'apiculteur. Et des super jolies fleurs. Ainsi que des petits fruits en crochet qui ont été réalisés par une bénévole de l'association. Et je vous montre les cerises parce que c'est un petit coup de cœur, elles sont vraiment trop mignonnes. Et on a aussi des petits kiwis qui sont coupés en deux. Enfin voilà, c'est très mignon et ça plaît beaucoup aux enfants. Surtout la texture qui est mousseuse. Vous pourrez les toucher aussi à la fin si vous voulez. Du coup, voilà. Et en plus de cet aspect de non-création de déchets pour faire de la sensibilisation à l'environnement, il y avait aussi ce côté où, en fait, quand on a fait le bilan de fin d'année avec l'association Les Petites Choses, moi, j'ai relevé le point qu'en fait, il fallait que l'année prochaine, les outils soient encore plus proches de la réalité, parce que les enfants avaient du mal avec le « pour faire semblant, on va dire que », tout ça. Et en fait, on s'est rendu compte, enfin, c'est Claire qui a abordé le sujet, que les enfants avaient de plus en plus de mal avec ce côté alternatif, on imagine que. Et en fait, c'est super dommage. Et c'est vrai que pour construire le monde de demain, on aura besoin de personnes qui pourront aller à l'alternative, aller au-delà de ce qu'on peut s'imaginer, d'aller au-delà de « oh, je claque des doigts et on va me livrer un super outil ». Et du coup, voilà, c'est un super exercice, autant pour les enfants que pour nous et que pour tout le monde. Voilà. Alors, les seaux sont des seaux qui ont été sauvés peut-être des halles, ceux-là. Ouais. Je sais pas, alors des fois, ils ouais, je pense, ouais. Et les fleurs sont faites avec de l'échantillonnage textile et des fleurs en crochet fait par quelqu'un qui, certainement un jour, a pensé faire une couverture et ne l'a jamais faite. Et donc est arrivé avec 1 milliard de fleurs en crochet déjà faites. Pour nous le donner, donc chose auxquelles on ne dit jamais non. Voilà. Le chapeau est uniquement fait avec des feuilles de papier journal et sans aucune colle. Il n'y a pas de, voilà, c'est simplement une feuille de papier journal avec un support cartonné dessous. Il n'y a pas de, voilà. Et certainement de la moustiquaire récupérée chez nous. Il n'y a pas de doute de ce côté-là. Et en ce qui concerne donc les pétales et les étamines, elles sont faites avec de la paille en plastique. Ça devient rare, même chez nous. Ça devient très rare. De la boîte à œufs
Et pour tout vous expliquer, le seau, il est donc percé. Il y a des tiges en métal qui sont mises pour faire tenir les pailles droites. Et en fait, les tiges en métal sont les crochets. Quand on récupère de l'échantillonnage textile, ils sont accrochés comme ça par deux crochets qui se vissent. Donc voilà. Merci Lise pour cette magnifique présentation. Quand Lise est arrivée, elle nous a dit j'aimerais tellement qu'on crée des outils faits 100% avec de la récup. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Alors nous, c'était la première fois qu'on le faisait pour quelqu'un d'autre. Parce que créer nos outils, bien entendu, vous imaginez bien qu'on n'est pas du genre à les acheter. Donc on les crée nous-mêmes. L'exigence de se dire ça va être manipulé par de nombreuses classes, donc il faut que ça soit résistant. Ce que je disais tout à l'heure sur la qualité, il n'empêche que même si c'est du matériau de recyclage, il faut quand même que la qualité elle soit là. Il faut que... Alors, moi, j'avais pas réfléchi au fait qu'un enfant puisse dire un panneau, parce qu'on a fait une fausse ruche et que donc du coup le miel c'est du tissu. Un enfant vous dise non, c'est pas du miel, c'est du tissu. Ça m'était pas venu à l'idée. Je m'étais dit ils vont voir du jaune, ils vont assimiler le jaune à du miel et ils feront semblant que c'est du miel puisque de toute façon on peut pas emmener la ruche à l'école. Enfin, c'est pas possible. On peut aller la voir la ruche, mais on peut pas l'emmener dans l'école. Donc, c'est vrai que quand on a eu ce retour-là, on s'est dit, il y a deux possibilités. Ou on se fait une raison et on se dit, bon, bah ok, on fera des choses beaucoup plus réalistes et donc on se rapprochera encore plus de la réalité la prochaine fois. Ou on se dit que non, les enfants ont cette capacité, doivent avoir cette capacité d'imagination, de projection et c'est un peu la magie de pouvoir se projeter dans quelque chose qui n'est pas réel. Et en fait, on va maintenir ça. C'est que, en effet, c'est pour faire semblant. Mais c'est pas parce qu'on fait semblant qu'on dit des choses fausses. Et ouais. Voilà. C'est un peu ça l'idée. Et avec le recyclé, eh ben oui, on peut changer la couleur du gazon et la mettre marron. Mais si on fait semblant et qu'on se dit que c'est de l'herbe, et en fait, on peut y croire. Ça peut marcher. Les grands architectes ne mettent pas du vert sur leur maquette. Voilà. Ma belle-sœur qui est architecte m'a dit, mais on ne met jamais du vert sur une maquette d'archi. Donc, c'est juste un changement de perception. Et je pense que c'est important, la matière, elle nous réunit comme ça aussi, parce qu'elle permet de se poser des questions sur les perceptions et sur... Et c'est d'où l'intérêt de travailler avec des structures comme vous ou comme une école, c'est que quand on nous offre un projet pédagogique et des séances en nous disant voilà, ça, on l'imagine comme ça, les objectifs c'est ça, comment on peut le transformer concrètement pour que l'outil arrive à l'objectif, c'est un vrai challenge et en même temps c'est très motivant de se dire qu'après ça reste durable dans le temps. Enfin, comme disait Yann, c'est aussi un objet qui sera durable et qui peut-être un jour peuplera les écoles du Grand Avignon et au-delà. Donc c'était chouette. Peut-être pas tout le temps avec des petits fruits en crochet, parce que ça c'était la cerise sur le gâteau. Ouais. Merci. De rien. Est-ce que vous avez des questions sur les initiatives, sur notre projet, des doutes sur une réalisation sur cette plateforme? Peut-être une question par rapport... J'avais cru entendre à un moment qu'il avait été question aussi de collecte à vélo. Je ne sais pas dans quelle mesure est-ce que vous avez déjà avancé là-dessus ou pas encore. Alors, on collecte à vélo les halles d'Avignon, en effet. On va aux halles d'Avignon depuis juin collecter les déchets des commerçants. C'est une grande aventure. Hein. Pas le vélo, mais les commerçants. Vous récupérez les filets de patates? On récupère beaucoup de cagettes de fromage, donc des cagettes, des plateaux en bois. Beaucoup ça, parce que du coup, il y a un commerçant qui joue vraiment le jeu, donc ça marche bien. On récupère un petit peu des filets. Mais si vous faites le tour des commerçants, la plupart vous diront « mais nous n'avons pas de déchets ». Nous n'avons pas de déchets.
Ben non, absolument pas. Mais du coup, il y a le camion, on ne sait pas pourquoi il est là en bas des halles, mais il n'y a pas de déchets à l'intérieur des halles. Donc, après, c'est un vrai travail de sensibilisation. On fait des collectes à vélo parce que ça n'aurait pas de sens de venir avec le véhicule en centre-ville alors qu'on est à 2 pas. En plus, là, c'est une collecte qui est régulière quand le bac est plein. Donc, et le bac a la taille de notre remorque. Donc, dès que c'est plein... Oui. C'est notre ancienne présidente Isabeau Gaillard qui collecte pour nous. Donc, voilà. Et là, il va falloir qu'on y retourne, il va falloir qu'on retravaille avec eux surtout sur l'entreposage de la matière, parce qu'on a aussi de la perte, et c'est dommage en fait. Parce que nous, tout ce qu'on peut récupérer, si on a beaucoup trop de pertes, parce que derrière il y a beaucoup trop de choses à... c'est ce qu'elle nous disait, c'est-à-dire qu'on le sait que ça demande une certaine application à déposer les cagettes correctement. Voilà, ça demande du temps et donc de l'accompagnement sur le long terme. C'est nouveau, alors il faut du temps pour que les choses se mettent en place et que les gens comprennent l'intérêt. Peut-être qu'on va exposer à la mairie une grande maquette faite dans un centre social avec les matériaux des halles. Donc est-ce que le fait de voir ça aussi, de voir la réalisation finale, ça va se faire... Il y a des gens qui vont se dire « Ah bah oui, je comprends mieux pourquoi c'est important que la cagette elle soit pas abîmée et que la boîte à œufs elle soit bien empilée parce que s'il y a de l'œuf encore à l'intérieur, enfin bon, voilà. » C'est tous ces petits détails qui créent la synergie entre les gens. Voilà. Mais oui, à vélo, quand on peut. Après, quand c'est trop loin, on se motorise. On sait motoriser, mais on a un petit véhicule. Et on essaie d'éviter les transports à vide. Voilà. Après, bon. Pour l'instant, on est à une échelle artisanale. Quand Créacycle arrivera, on en reparlera. Parce que là, il va se jouer autre chose. Déjà, il commence à se poser des questions de logistique, d'entreposage, de préparation de commandes. Parce que quand vous avez un enseignant qui commande pour l'instant en ligne sur notre site et qui demande des boules de Noël, des boîtes, du tissu, et qu'il y en a une partie là, une partie là, une partie là, il faut être bien accroché pour se dire « T'oublies pas que quand tu vas à Montfavet, n'oublie pas de ramener les 10 boîtes de la dame, les 25 boules de Noël de cette commande-là. » Enfin voilà, on est déjà on commence à sentir l'amorce d'un changement d'échelle. Et en effet, le changement d'échelle va devoir On espère que Créacycle va être une solution pour nous faciliter la vie, en tout cas. Parce que vous les connaissez sûrement déjà, mais par exemple, il y a la Retourne qui fait des livraisons à vélo, ça peut peut-être des partenariats envisagés. De toute façon, ça y est, maintenant on est parti à fond sur... C'est pareil, avant on faisait nos bacs nous-mêmes. Ça, c'était dans un temps jadis où on avait du temps à perdre. Mais aujourd'hui, quand une entreprise vous dit moi, je voudrais des bacs, et moi, je voudrais des bacs, et moi, je voudrais des bacs. Alors, écoutez, le cartonnage, on verra pour l'année prochaine. Donc là, on a lancé un partenariat avec une association locale aussi pour créer des sacs revalorisés pour pouvoir donner des sacs plutôt que des bacs en carton. C'est plus rigide, c'est plus solide, ça sera plus durable dans le temps, je pense aussi. Et puis, ça permet de faire travailler d'autres personnes. Parce que oui, on ne peut pas tout faire. Au début, on pensait tout faire. Et puis, en fait, voilà, les choses évoluent. Ouais, pour la roue tourne, on s'est notamment croisé lors d'événements professionnels. Et en plus, au-delà de la collecte à vélo remorque, on s'est aussi posé la question de l'optimisation des tournées. Parce que du coup, lui, ils utilisent des outils, évidemment, pour justement optimiser au maximum la circulation des remorques. Et nous, c'est une connaissance qu'on n'a pas, des outils qu'on n'a pas. Et ça, on va se rapprocher effectivement des partenaires qui ont plein d'outils logistiques différents pour essayer d'apprendre et de formaliser au mieux ces tournées. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on passe à la suite?
Bon, bah alors très bien. Déjà, je vous remercie de votre présence aujourd'hui pour cet après-midi. Pour les personnes qui sont inscrites pour le deuxième atelier, qui sera un atelier collaboratif, hein, là c'est vrai que c'était davantage sous forme de conférence, mais pour le deuxième atelier, ce sera un atelier d'intelligence collective. On se mettra dans la salle d'à côté et on va travailler par petits groupes. S'il y a des personnes qui n'étaient pas inscrites et qui souhaitent participer avec nous, évidemment, il y a aucun souci pour rester. On a prévu une petite demi-heure de battement, le temps de déjà de discuter. On a prévu un petit espace là-bas avec des boissons fraîches et des boissons chaudes. Il y a des petits, alors c'est pas des goodies, mais il y a des petits souvenirs pour ceux qui ne les auraient pas pris tout à l'heure ou qui ne les auraient pas vus à l'entrée à la feuille où vous avez émargé. Et pour ceux qui restent, du coup, il y a des toilettes à l'intérieur de la chambre de commerce et d'industrie. Il y a possibilité de sortir et de revenir. Enfin, voilà. Donc un grand merci encore une fois donc à vous de vous être déplacés, à la chambre de commerce et d'industrie de nous avoir reçus dans les locaux, à la ville d'Avignon du coup pour son soutien dans le cadre de l'appel à projet économie sociale et solidaire, et aussi à nos partenaires du coup européens, donc l'Union européenne, la région Sud et le Grand Avignon, qui sont nos partenaires aussi sur la solution numérique. Et merci aussi à Proforma pour la captation audiovisuelle. Et voilà. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, on est évidemment là pour discuter.